Donc c'est avec plaisir que j'accueille le docteur Isabelle Mollet-Massol, qui va venir nous parler de l'information entre le patient et le médecin et vice-versa. Docteur. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici et très honorée. Et je remercie France Lymphome Espoir, à travers Marie-Christine et Guy, de m'avoir conviée. Et je suis heureuse de faire cette transition entre ce que j'ai entendu précédemment, c'est-à-dire je suis fascinée par ces progrès, par ces perspectives, par cette recherche. Et là, je vais intervenir sur quelque chose qui est un autre registre, qui est le relationnel, qui est le psychisme, qui est l'information, et dire déjà en préambule que ça pose les choses très clairement et qu'il est absurde de scinder les choses entre une médecine qui serait technique, scientifique, froide, rationnelle, et une médecine qui serait humaniste et dans le lien. Je crois que la vraie médecine, c'est celle qui réunit les deux, et plus la médecine se scientifise, se complexifie, se spécialise, plus il est indispensable d'injecter du relationnel et de l'humain. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc, l'information et la relation de soins. Pourquoi l'information? J'ai beaucoup travaillé sur l'annonce de la maladie. Mais dans une maladie comme le lymphome ou les processus cancéreux, quand on dit annonce, on pense à annonce diagnostique, ce qui est un temps fondamental. Mais il n'y a pas que l'annonce diagnostique. Nous sommes dans ces maladies, souvent chroniques, dans un continuum d'informations. Et chaque étape est source de questionnement pour le patient. Et chaque étape d'annonce, d'information, demande un lien, une relation avec le médecin, avec les équipes soignantes qui est fondamentale. Et on va essayer là, je vais vous proposer des réflexions sur ce qui se joue ou ne se joue pas dans ces liens et dans cette information. Alors, partons déjà de la base, la loi. La loi, c'est ce qui est intangible. L'information fait partie du soin. C'est une nécessité légale, technique et éthique. Rappelons le code de déontologie médicale. Le médecin doit à la personne qui l'examine, qui soigne et qui conseille une information loyale, claire, appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Pourquoi je dis que l'information est un outil de soin, un soin à part entière? Parce qu'elle a des effets sur le patient et parfois des effets majeurs, parce qu'elle fait de structurant ou parce qu'elle fait de ravageant. C'est un outil qui, comme je dirais le scalpel du chirurgien, demande une pratique particulière. Un scalpel, ça peut sauver des vies, mais si ça dérape, ça peut être aussi dramatique. Alors, ce temps des premiers mots énoncés sur la maladie, ce temps... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Voilà, merci. Ce temps des premiers mots énoncés au moment du diagnostic, il est unique, essentiel, fondateur, et il va marquer l'imaginaire du sujet malade et sa relation à la maladie. Et je vois des patients en consultation, soit à l'hôpital, mais aussi en ville, très à distance de l'annonce diagnostique, et il y a des sujets qui restent marqués, blessés, traumatisés à vie du temps de l'annonce, alors même qu'ils sont guéris dans leur corps et dans leur chair de la maladie. Donc ce temps est indispensable, et dans une maladie comme le lymphome, il est tout le long de la maladie. L'annonce a toujours un écho singulier, particulier, propre à chaque individu, à un moment donné. Ça va dépendre de sa personnalité, de ses assises, de ses défenses, de sa solidité psychique. Ça va dépendre de son histoire, parce que quand on tombe malade, quand on est sous le choc de la maladie, viennent résonner d'autres traumatismes passés qui n'ont pas été totalement
digérés, je dirais, psychiquement, et qui viennent comme ça se faire écho les uns aux autres. Ça va dépendre de la façon dont chaque patient se représente, imagine la maladie. Qu'est-ce que c'est un lymphome? Qu'est-ce que c'est dans mon corps? Il y a ce qu'on me dit, il y a ce que j'imagine. Ça dépend aussi de la façon dont chacun investit son corps. On n'a pas tous le même rapport au corps. Le corps, c'est un amas biologique de cellules, d'atomes, mais c'est aussi un lieu de désir. C'est notre chair, c'est ce que l'on a de plus cher, notre chair. Donc il y a tout cet environnement affectif qui fait la personne et qui fait la personne malade. Cette annonce va avoir un écho en fonction aussi de nos croyances. Que pense-t-on de la médecine? Est-ce qu'on a confiance ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'une suspicion vis-à-vis justement du progrès et de la technicité? Ça va dépendre de ses croyances religieuses, ça va dépendre de son rapport à la vie, à la mort. Ça va dépendre aussi de la façon dont on va réagir à une annonce diagnostique, de son environnement affectif, social, professionnel, de son âge. Est-ce qu'il s'agit du lymphome, du jeune adulte, de l'adolescent ou du sujet âgé? Enfin, on voit la complexité extrêmement grande du retentissement d'une maladie. Et je l'ai dit et je le redis exprès, quand on tombe malade, il y a quelque chose de son être qui est remis en question. C'est une crise identitaire. Qui suis-je? Quelque chose comme ça qui est relancé, qui ne va tout d'un coup plus de soi. Qu'est-ce que ça fait d'être malade alors que souvent il n'y a pas forcément de signes extérieurs majeurs et puis on vous annonce une maladie sérieuse, voire très sérieuse. Il y a quelque chose qui agit comme une rupture dans sa vie, dans son être, comme une entame dans le corps qu'il va falloir essayer de réparer plus ou moins. C'est toute sa vie qui est à repenser. C'est un choc, toujours, aux conséquences qui vont être plus ou moins traumatiques. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je disais « c'est toujours un traumatisme ». Et plus le temps passe, plus je rencontre des patients, plus je rencontre des équipes médicales, plus je module cette notion de traumatisme. C'est toujours un choc. Après, en fonction des sujets et de la façon dont les annonces, dont l'information est donnée, ça peut être aussi, ce temps de l'annonce, quelque chose d'éminemment structurant. Et j'insiste sur cette notion-là. Quelle est la différence entre un choc et un traumatisme? Un choc, c'est un coup qu'on prend sur la tête. Bon, on prend un coup sur la tête. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Le traumatisme, c'est le choc qu'on ne peut pas dépasser. C'est ces patients qui, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, vous répètent inlassablement le moment où ils ont reçu leur diagnostic, comme un disque rayé. Ça, c'est le traumatisme, c'est le choc qu'on ne peut pas dépasser, qui n'est pas métabolisé dans l'esprit. Mais un choc peut aussi être digéré, intégré à la vie du patient. Il peut en faire quelque chose, il peut continuer à vivre avec, et même, et ce n'est pas rare, les patients qui subliment, qui transcendent leur maladie pour en faire quelque chose de nouveau. Être malade, c'est toujours une blessure pour le narcissisme. Alors le narcissisme, c'est un terme qu'on entend un peu comme ça. À droite, à gauche, c'est quoi? Le narcissisme, nous est indispensable. C'est l'amour que l'on a de nous-mêmes. C'est notre estime de nous-mêmes. Eh bien, quand on est malade, tout d'un coup, il y a quelque chose de cette estime de soi qui est ébranlée. Il y a quelque chose qui fait comme une faille, et d'autant plus grande que le psychisme avant était déjà fragile, vulnérable. Dans nos sociétés, il y a toujours, je dis dans nos sociétés parce que c'est sûrement pas partout à l'identique, il y a toujours face à des maladies comme ça, dont on ne connaît pas d'origine identifiée, la quête de sens. L'être humain a besoin de comprendre. L'être humain a besoin de trouver
un sens à ce qui lui arrive. Combien de fois entendons-nous, nous les soignants, pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme s'il fallait mériter ou ne pas mériter quelque chose. Et cette question-là, elle taraude beaucoup de patients très longtemps. Être malade, devenir malade, tomber malade, c'est des pertes et des deuils multiples. Faire le deuil, on sait très bien ce que c'est que faire le deuil d'une personne que l'on perd, qui meurt, mais faire le deuil, c'est aussi, dans d'autres registres, renoncer à quelque chose que l'on perd. Quand on est malade, quand on devient malade, il faut faire le deuil de sa personne en bonne santé, provisoirement ou définitivement. Ça ne va pas de soi. C'est son image qu'il faut remodifier. Faire le deuil, c'est un travail psychique, d'abord qui prend du temps, qui est en deux temps. C'est dans un temps accepter la perte de quelque chose, d'une image de soi, d'un bout d'un ganglion, d'un bout de côlon, d'un bout de sein, de son image, de sa place familiale et sociale. On y renonce parce qu'il y a quelque chose là qui s'est modifié. Premier temps. Deuxième temps, on reconstruit. Ça, c'est, je dirais, le scénario heureux du deuil. On reconstruit quelque chose en acceptant que quelque chose se soit modifié. Alors, qu'est-ce qui s'est modifié? L'image de soi, l'identité de son corps, qui tout d'un coup devient étranger, ce corps qu'on croyait connaître si bien avec ce véhicule d'être au monde, dit Merleau-Ponty, ce véhicule d'être au monde qui depuis toujours a été là, il y a quelque chose tout d'un coup qui devient flou et qui va falloir réapprivoiser. Il y a l'illusion de son immortalité, on y renonce, car même si on sait tous qu'on est mortel, quelque part, on peut imaginer qu'on est immortel. On quitte l'univers des biens portants, sa place familiale et sociale parfois, et des projets de vie. C'est dire s'il y a beaucoup de choses à négocier. C'est dire si ça demande un grand travail psychique. Et on voit bien là la notion du temps. Combien pour le malade il faut du temps? Et la médecine, elle est dans un autre tempo. Parce que la médecine, et c'est légitime, parfois il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut commencer des traitements, des examens complémentaires, des rendez-vous, et le patient, il est encore sous le choc dans la sidération. Et il va falloir harmoniser ces deux temporalités. Ça ne va pas de soi. Alors, je l'ai dit, il y a bien sûr, dans ces temps de l'information qui vont marquer le sujet, l'annonce, mais il y a aussi la chirurgie. Dans les lymphomes, ça ne concerne pas les lymphomes, mais disons dans les maladies cancer, et chacun des traitements, et le suivi, et quand on parle de rémission, c'est encore un temps fort, qui ne va pas de soi non plus. On sait les incidences de ces temps chez les patients. C'est souvent des moments où les patients se dépriment aussi dans certaines pathologies, parce que, voilà, tout d'un coup, il faut revenir au quotidien, qui n'est plus tout à fait le quotidien, avec des proches qui souvent ont envie de passer à autre chose, qui ont envie, alors que le patient se sent encore fragile, vulnérable. Le lien avec l'équipe médicale se distance, c'est pas aussi simple, ces périodes-là. Et puis les patients n'osent pas trop en parler, ils se disent « je me sens pas forcément bien, je n'ose pas le dire ». Et puis il y a ces temps de la récidive, de l'arrêt des traitements. Enfin, on n'en a jamais fini avec les informations. Et ces informations, elles ont un impact psychique, et cette réalité de la maladie, elle a aussi un impact pour le sujet, pour sa famille, sur son métier, et professionnel et financier aussi. Enfin, on voit que c'est tout l'univers d'un individu qui est impacté. Ce processus de deuil, de renoncement, puis de reconstruction, je l'ai dit, il faut du temps. Parce que la première chose qui vient dans des maladies comme un lymphome, comme un cancer, ce qui vient en première ligne, c'est l'angoisse de la mort, et son sentiment d'étrangeté, et sa succession de pertes. C'est tout ça qui vient assaillir le sujet et qui est souvent indicible. Alors, pour y faire face à ces angoisses, à ce
ces angoisses souvent tuent, chaque personne met en place des modes de défense. Parce que face à l'anxiété, la peur, on se défend. Nous avons tous nos modes de défense, plus ou moins forts, plus ou moins rigides, plus ou moins adaptés. C'est comme des édredons entre la réalité extérieure qui fait peur et l'intimité de son psychisme. Alors ça peut se manifester par des formes de déni, qui sont en général des dénis partiels. Ça va être les patients qui disent docteur, je ne veux pas savoir ce que j'ai, si c'est méchant, ne me dites rien, hein, mais je commence quand la chimiothérapie. Vous voyez, ça s'appelle le clivage en psy. Il y a une partie qui sait et une autre qui ne veut rien savoir. Pour l'instant, ça ne peut pas se rencontrer. C'est un mode de protection qui souvent perturbe les médecins parce qu'ils ne comprennent pas très bien comment le patient fonctionne. Dans tous les cas, ces modes de défense qui peuvent être la colère, l'agressivité, qui est une façon d'extérioriser sa peur, ces modes de défense fluctuent, bougent, mais ils sont toujours à respecter par les soignants. C'est la façon dont chacun, on se débrouille avec nos peurs et la maladie. Voilà. On n'y touche pas à ces modes de défense parce qu'elles sont des protections. Mais la maladie, comme un lymphome, ne touche pas que le sujet malade, elle touche aussi chacun des proches. Chacun des proches est pris dans l'histoire de la maladie, mais que personne ne va vivre de la même façon et personne ne marche au même pas. Bon gré, mal gré, tous les proches sont touchés par la maladie et tous les proches ont besoin aussi d'une information pour comprendre. Et parmi ces proches, il y a les conjoints, les parents, les frères et sœurs, mais il y a souvent ces proches oubliés et qui sont pourtant très impliqués, ce sont les enfants des parents malades. Je parle des enfants quand ils sont petits, qui perçoivent les choses avec beaucoup d'acuité, qui perçoivent les tensions familiales, les changements, ils perçoivent d'une façon intuitive, ils captent, les enfants, ça capte. Et ils ont besoin, à partir de leur perception, que des mots soient donnés pour mettre de l'ordre dans leur esprit, dans leur psychisme. C'est pourquoi il est important, en tant que soignant, de dire aussi aux familles, quand il y a des enfants petits, même tout petits, qu'une information sur la maladie de leurs parents doit être donnée et donnée tout de suite. Alors, entre le devoir d'informer que la loi nous dicte et le droit aussi de certains patients d'ignorer en partie, peu ou pas, comment nous situer? Comment évoluer entre, je dirais, deux dictatures, deux absurdités qui est ce qui a prévalu pendant des siècles? On ne dit rien, c'était les médecins qui savaient et qui décidaient pour le malade maintenu dans une position passive et infantile. Et attention à un autre risque, un autre dérapage qui serait celui de tout dire. Je vais tout vous dire sur votre maladie, d'emblée, toutes les statistiques, sans discernement, sans adaptation à ce que peut et veut entendre le malade. Attention de ne pas passer d'un tout paternalisme qui a prévalu depuis des siècles, depuis Hippocrate, à ce que j'appelle la maladie-information, c'est-à-dire à vouloir tout dire. Parfois, il y a des patients aussi malades de l'information. Voilà. Comment trouver le juste milieu? Et le juste milieu pour chaque patient, parce que personne n'a les mêmes besoins à un moment donné. Alors quand un patient nous dit « Dites-moi la vérité, docteur, je veux savoir. » Oui, savoir, ça veut dire qu'il y a une vérité qui doit être donnée. Le patient a besoin d'une compréhension. Mais derrière cette question, que dit-il le patient? Est-ce qu'il veut la vérité de la science aujourd'hui, demain, des prévisions, des espoirs? Est-ce qu'il veut la vérité des statistiques? Est-ce que tout dire, c'est être dans la vérité du patient? Je crois qu'il faut en même temps entendre
quand on est soignant, je sais qu'il y a et des soignants et des patients dans la salle, que derrière cette question, il y a « dites-moi la vérité, mais ne me désespérez pas ». L'information, c'est pour le meilleur et pour le pire. Aux effets fondamentalement structurants ou ravageants, quand l'annonce est brutale, dite en dehors d'une relation instaurée et sincère avec un médecin, ou quand elle est totalement absente. Alors, annoncer, informer, pourquoi faire? À quoi ça sert, finalement? Ce sont les patients malades de cancer qui, lors des premiers états généraux, ont donné les raisons de ce besoin d'information. Et on sait aujourd'hui qu'une information adaptée, une information juste, une information progressive qui se fait dans le lien avec le médecin réduit l'anxiété et l'incertitude. Parce que comment comprendre une maladie, s'engager dans des traitements, aménager sa vie, rester dans le lien avec sa famille, avec son entourage social et professionnel, si on n'a pas une compréhension de ce que l'on a et de ce qui va advenir. L'information adaptée permet de faire avec et de vivre. Ça veut dire aussi avoir un savoir sur la maladie, mais sur soi-même. Ça va permettre de se reconnaître peu à peu, et il faut du temps, je le redis, de se retrouver et de se réapproprier le corps. Il y a beaucoup de choses pour se réapproprier le corps. L'information en fait partie. On parlait du yoga tout à l'heure, ça fait aussi partie. Toutes ces médiations corporelles aussi sont des éléments extrêmement importants, comme les massages. C'est des moments où ce corps qui est inévitablement un peu fragmenté par les explorations, les traitements, on va s'occuper des lymphomes, on va s'occuper des valeurs sanguines. Il est important qu'il y ait quelque chose qui redonne au sujet sa cohérence. Ça se fait dans le lien, dans la parole, ça se fait aussi par des médiations comme le yoga, comme des massages ou le sport ou enfin toute activité qui va redonner l'unité du corps et où le sujet va se réapproprier ce qu'il est et ce qu'il vit. C'est ça le but. Et pour se réapproprier, pour se retrouver soi-même, on ne sait pas faire tout seul. On a toujours besoin de passer par l'autre pour se retrouver soi. C'est en ça qu'elle est indispensable, la relation avec le médecin et tous les soignants. C'est un jeu de miroir. Je me redécouvre à travers ce que tu me renvoies. Et plus nous sommes en situation difficile, précaire, douloureuse, plus le corps se dérobe, plus nous avons besoin de nous ancrer sur quelqu'un qui nous renvoie une image de nous-mêmes et pour nous sentir vivants. Voilà l'enjeu de la relation et de l'information en tant qu'outil de cette relation. Informer, c'est aussi, à travers ce que dit le patient, reconnaître sa souffrance, sa priorité. Ce n'est pas forcément celle que nous, médecins, soignants, on croit, on imagine. Voilà. Quelle est la souffrance, le point le plus sensible du patient? Voilà. Informer, cela veut dire informer dans la relation, ça veut dire informer en tant qu'acte humanisant. L'information par Internet, l'information qui n'est pas véhiculée par un lien est une information froide qui n'a absolument pas le bénéfice de ce qui se passe dans la relation. On voit bien la différence. D'ailleurs, information vient du latin informare, du grec, j'ai oublié. C'est un terme qu'on utilisait autrefois pour les artisans. On disait que l'horticulteur informait la terre, le sculpteur informe le marbre, la pierre. Ça veut dire il lui donne une forme, c'est-à-dire de quelque chose de brut, il le travaille pour donner quelque chose, mais en respectant, il y a un texte d'Heidegger qui est très beau comme ça, où il compare l'information et au travail de l'ébéniste sur le bois. Et il dit que le bon artisan, c'est ça notre travail d'information,
il respecte le bois, il le travaille, il lui met une empreinte, mais dans le respect de la fibre. Hein. Il ne s'agit pas d'y aller à coups de burin, hein. Voilà ce que fait l'information parfois quand elle est inadaptée. Non, c'est dans ce travail qui respecte l'autre. Et c'est aussi le travail de l'éducation thérapeutique. Je crois que tout à l'heure, voilà. Donc voilà ce que c'est qu'informer vers une science en conscience. Qu'est-ce qu'il attend, le patient? D'abord, il attend d'être écouté avant toute chose. Sa souffrance, ses priorités, sa vérité à lui. Il veut être considéré dans toutes ses dimensions humaines, en tant que sujet humain, et non pas, comme c'est souvent le cas parfois, où le patient se sent d'abord dépossédé de lui-même, de son corps, par la médecine, s'il n'y a pas ce bain de parole qui refait l'unité, et où il se sent un petit bout de côlon. Je suis dans un service d'oncogénétique digestive, donc je parle du côlon, un bout de côlon malade, hein, qui se résume à des taux sanguins. Et pour reprendre l'expression de Goury, qui est un Lyonnais, je crois, et qui parlait du corps en pièces détachées. Hein, je trouve que c'est une image très, très, très parlante. Il veut être écouté, il veut être considéré en tant qu'humain, il veut être en confiance, bien sûr. Il va avoir confiance en l'équipe médicale. Et pour cela, il a besoin d'entendre une parole vraie. Alors, ce qu'on dit aux patients, je ne sais pas s'il faut tout dire peu à peu, si peu à peu, hein, mais révéler quelque chose d'une vérité, mais toujours à travers une parole authentique. Et c'est cette authenticité de la parole et du lien qui construit un élément de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Le patient, il a besoin de points de repère. Le point de repère, c'est, voilà, on me propose un protocole, je vais où? Quelle est la prochaine étape? Et plus la situation est difficile, plus l'avenir est angoissant, plus cette organisation des soins est importante. Le prochain scanner, le prochain rendez-vous avec l'hémato, le prochain bilan. Ces éléments-là balisent le chemin. Enfin, hein, quel que soit ce que l'on dit, il est essentiel que le discours soit toujours accompagné d'un espoir, et d'un espoir réaliste. Il ne s'agit pas de dire des choses qu'on sait qui ne pourront pas être tenues, mais cette notion d'espoir réaliste est fondamentale parce que le patient, comme tout être humain, à tout moment de sa vie, ce qu'il ne veut pas, c'est être abandonné. Et il veut savoir que la médecine est là, quoi qu'il arrive, et que même si à un moment on ne peut plus rien contre la maladie, les médecins, les soignants seront toujours là pour la personne malade. Vous l'aurez compris, informer, c'est d'abord entrer en relation. Il n'y a pas d'information humanisante en dehors d'une relation investie, construite avec le soignant, et à l'intérieur des équipes, c'est l'affaire de tous, ce qui veut dire aussi une coordination dans les équipes, manque de coordination quand elle existe, qui impacte souvent les patients parce qu'ils la ressentent très bien. Alors, informer, communiquer, ce n'est pas la simple transmission d'un message d'une position haute, le médecin, celui qui sait, vers une position basse, le patient. Ce n'est pas l'énonciation de règles, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, c'est bien, c'est mal, c'est juste, c'est pas bien. Ce n'est pas une pure technique, hein, c'est d'abord, avant de dire, avant d'énoncer, écouter le patient, l'écouter, puis en fonction de ce qu'il dit, de ses attentes, donner une information adaptée, utile, qui va lui permettre de faire avec sa maladie, de se projeter, de s'investir à son rythme et d'anticiper les étapes à venir. C'est écouter le patient et c'est entendre la maladie que le patient vit, la sienne dans toute sa subjectivité, et pas celle qu'on imagine qu'il vit. Il faut entendre ses priorités. Ce ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Il y a des questions qui sont essentielles. Là, dans ce que vous vivez aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Il faut entendre ses ressources, ses défaillances personnelles, familiales, et il faut entendre ses peurs, la mort, ses
peur et que les mots soient prononcés. C'est pour ça que je l'ai prononcé en avance, parce que souvent c'est des mots qu'on n'ose pas prononcer, qui pourtant quand on dit j'ai peur de mourir, j'ai peur de la mort, le fait même de le prononcer, de l'articuler, permet de réduire l'angoisse. Donc les soignants ne doivent pas avoir peur d'aborder ces questions avec les patients, les peurs de la mort, de l'avenir, des proches, parce que même si ce n'est pas dit ainsi, ce qui taraude les patients toujours, c'est ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on va me faire? Qu'est-ce qu'on va faire à mon corps? Et qu'est-ce que je vais devenir? Et il faut pouvoir anticiper ces questions. Alors en pratique, quand on veut accueillir un patient, il faut se montrer disponible, s'asseoir pour parler, trouver un environnement adéquat, un temps, une distance, ni trop loin, ni trop près. Et puis dire, en sachant que les mots ont un poids. Les mots ont une résonance particulière parce qu'il y a le mot de la médecine et puis il y a le mot avec tout l'imaginaire de chaque patient. Quand on dit c'est une leucémie myéloïde chronique, bon, alors, il y en a qui savent. Et quand on le dit à un patient, est-ce qu'on imagine l'effet que ça lui fait d'entendre leucémie myéloïde chronique? Leucémie, on sait ou on ne sait pas. Et si on sait, qu'est-ce qu'on imagine? Myéloïde, alors là on est dans les ténèbres. Chronique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est extrêmement complexe. Et on oublie en tant que soignant, quand on connaît tellement bien les définitions, qu'est-ce qui résonne dans la tête du patient? Est-ce qu'il comprend, est-ce qu'il ne comprend pas? Et même s'il pense comprendre, qu'est-ce qui vient à son esprit? C'est tout cet imaginaire-là qui est en jeu et qu'il faut aller un petit peu chercher pour pouvoir justement donner une information adaptée et qui coupe, qui tord le cou parfois à des angoisses qui n'ont pas lieu d'être. Il est important, quand on est face à un patient, de lui donner un temps de parole, de ne pas éluder les questions difficiles, parce que les questions difficiles, c'est là où se niche l'angoisse. Donc il doit pouvoir poser ces questions, favoriser ces questions, ces émotions, reformuler parce que c'est compliqué, même quand c'est pas compliqué, quand on est émotionnellement face à un médecin, un hémato, un cancérologue, on comprend pas bien parce que l'esprit émotionnel prend toute la place et qu'on est toujours un peu sidéré. Respecter des temps de silence quand on doit annoncer, informer des choses compliquées. Des temps de silence. Parfois, on voit des médecins, peut-être eux-mêmes un peu stressés, qui vont tout dérouler très très vite, et le patient ne suit pas. C'est pas possible. Et puis s'assurer de la compréhension. Voilà. Les pièges dans l'information, ce serait de penser qu'il existe une recette universelle. Les pièges, c'est de tout balancer de façon très brutale, de tout bâcler, de tout dire, ne rien dire, ne mentir. Et puis, dans les dispositifs d'annonce, et c'est heureux, depuis 2004, qu'il y ait ces dispositifs d'annonce et qu'on ait pensé cette annonce autrement que ça ne l'était. Mais attention à ce que parfois, dans les dispositifs, on ne formalise pas les choses de façon trop standardisée, au point d'éradiquer les émotions et finalement qu'il n'y ait plus d'échange. Voilà. L'annonce, elle se prépare, si possible, en informant pas à pas, en s'alignant sur le point de vue du patient, ce dont il a besoin à un moment, ses ressources, à travers une communication, des paroles vraies et authentiques, et en acceptant qu'en face, le patient, il ait des modes de défense qui le protègent, qui lui permettent, au fil du temps, d'accepter la réalité de la maladie. Informer, c'est dire, et en même temps proposer les solutions thérapeutiques. Voilà, il y a cette maladie, c'est difficile, c'est sévère, mais voilà ce qu'on peut pour vous. Et voilà nos objectifs, avec un espoir réaliste. Une information adaptée, c'est le droit de chaque malade. C'est une demande légitime qui fait partie intégrante du soin, ce qui veut dire que les patients ont le droit, quand ce n'est pas clair, quand ils ne comprennent rien, de demander les explications. Non seulement ils en ont le droit, mais c'est totalement indispensable qu'ils aient une vision
clair de ce qu'ils ont, dans les limites de ce qu'ils veulent savoir, hein, et que si ce n'est pas le cas, ils sont en droit de le demander. C'est essentiel. Voilà. Alors ce temps de l'information, même difficile, ce temps du difficile à dire, qui est aussi souvent difficile à dire pour les médecins, hein, et les soignants, il ne faut pas l'oublier, ce sont des étapes qui peuvent être douloureuses des deux côtés, même si c'est dans des registres bien évidemment différents. Mais ce temps du difficile, si on le prenait non pas comme une étape à passer incontournable, mais comme une opportunité. De toute façon, la maladie, elle est là. Alors faisons de cette rencontre, au moment de l'annonce et des informations clés, le temps d'une opportunité, du lien entre le médecin et le malade, et qui aura des effets majeurs. Voilà. Parce que se parler, c'est humaniser, et que l'homme, tout homme, a besoin des paroles d'un autre pour pouvoir se parler à lui-même, conjurer son angoisse de mort et trouver un sens à sa vie. Je vous remercie. On va prendre des questions. On a 5 minutes pour prendre des questions dans la salle. Comment peut-on, nous patients, mettre en sachant ce que le médecin doit faire, hein, l'aider à le faire? Vous voyez ce que... Oui. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est ce que j'essayais de dire vers la fin. C'est-à-dire, je crois que les premiers états généraux des patients atteints de cancer ont fait bouger les lignes, ont fait bouger le rapport, hein, entre médecins et soignants. Et je crois que parfois les médecins, quand il y a des informations qui sont mal données ou à côté de la plaque ou brutales, c'est pas forcément que les médecins soient des méchants, cruels et complètement en dehors de l'humain. C'est que parfois, quand on est dans quelque chose comme ça, ils ne voient pas forcément. Donc, il faut que les patients apprennent aussi à dire ce dont ils ont besoin, à exprimer. Et parce qu'il y a des retenues extrêmement fortes, extrêmement grandes, les patients n'osent pas souvent, n'osent pas poser des questions. Et surtout aux médecins et aux grands professeurs, ils n'osent pas. Alors après, ils vont les poser aux infirmières en dehors, en partant, qui font... Bon, c'est un relais tout à fait efficace et salutaire. Le médecin ne peut pas être partout infiniment. Mais je crois qu'il faut lever un tabou. Le patient est en droit de demander à son médecin. Voilà. Et puis si le médecin a le temps, il a le temps. S'il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il note, ils en reparlent la prochaine fois. Il y a cette notion de temps qu'il faut tenir compte. Mais si on peut faire bouger les choses, c'est que les patients prennent la parole pour demander, avec des demandes raisonnables. Et ça reste encore extrêmement retenu, inhibé. Les malades n'osent pas, ou alors ils ont peur de déranger, ou ils ont peur de paraître idiots, comme si leur question pouvait être idiote, ou dire on me l'a expliqué mais j'ai rien retenu. Ben, c'est normal. Voilà. Quand on est sous le coup de l'émotion, même si en face on a un excellent pédagogue, on ne retient pas. Il faut y revenir et y revenir. Et c'est comme ça que les choses changeront. Si les patients demandent et montrent aux médecins qui ne sont pas forcément tous psy, etc., et c'est normal, leurs demandes et leurs attentes. Voilà. Moi, j'ai besoin que vous m'expliquiez, j'ai besoin que vous me fassiez un schéma, j'ai besoin que vous me disiez. Voilà. Et c'est dans... Comment ? Ça marche pas ? Peut-être parfois ça marche, peut-être parfois ça marche pas. Moi, c'est en plus de lymphome cérébral et je suis aussi à Villejuif. Oui, je suis pas à Villejuif. Bon, mais je... L'Institut Gustave aussi à Villejuif. Et le cancer cérébral, donc forcément, j'ai encore plus de questions. Et forcément, ça prend plus de temps que d'autres personnes. Moi, c'est une récidive, donc je sais très bien les questions et tout ce qui s'était passé avant. Et ben, les médecins, plein de médecins, à part me dire que je parle trop et pas bien, normal, hein, vu aussi le problème que j'ai, mais au niveau positif et négatif, voilà.
Donc je comprends, je suis d'accord avec la dame et je trouvais très bien vos slides parce que vous parliez. Et moi j'en aurais, alors je ne sais pas si je dois le dire, mais je voudrais même des slides. Il y a des mails que je vais vous faire pour le montrer à mes médecins, ce que vous dites. J'interviens très souvent auprès de médecins. Oui, moi je vais faire des conférences. Je vais en faire où je vais inviter plein de médecins pour parler de ça. Non, je vais. Alors, oui, mais moi, je voudrais pas qu'on oppose. Il faut pas opposer. Je veux dire, tout le monde. Heureusement qu'ils sont là, les médecins, et même parfois s'écoutent pas. Mais les choses peuvent bouger, et elles ne peuvent bouger que si on. Voilà. Oui, il y a des choses, mais les médecins, c'est aussi des êtres humains qui ont des angoisses. Et quand on fait médecine, le rapport à la mort et à la maladie grave, il est aussi pas. C'est compliqué. Alors, il y a des modes de défense. Et pas répondre aux questions, parfois, c'est une façon aussi de se défendre en tant que médecin. Bon, c'est au médecin de faire bouger ça. Après, c'est des questions individuelles. Bon, c'est compliqué. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer... Moi, je ne veux pas opposer, parce qu'une médecine... La médecine aujourd'hui, il y a une exigence énorme, elle doit être hyper scientifique, hyper compliquée, ça sauve des vies. Et comme je le disais, plus elle se complexifie, plus on est sur l'ultra petit du petit lymphocyte B ou T, plus c'est microscopique, plus il faut revenir au sujet. Et plus revenir au sujet, il faut la relation. Et que parfois, les médecins et les nouveaux internes qui sont pris dans beaucoup de techniques, ils perdent peut-être parfois certains de vue. Bon. Aux patients aussi peut-être d'essayer. C'est ça que je veux dire en demandant. Je pense que parfois il y en a qui n'entendent pas. Bon. Mais il y en a qui entendent aussi. Il y en a qui entendent. On va, si vous voulez bien, prendre une autre question. Oui, bonjour madame. Alors c'est pas une question, c'est un avis de patient. J'ai trouvé remarquable, et moi je voulais insister sur le soutien à l'aidant, au conjoint. Voilà, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, depuis 2011. Alors, autant, en tant que malade, j'ai envie de dire, j'ai mis mon armure, et puis je me suis dit, bon, allez, on va au combat, je suis armé. Mais par contre, le conjoint, qui n'entend pas d'ailleurs forcément la même chose quand on est à deux devant le médecin, on ressort de la consultation, on n'a pas entendu la même chose. Ce qui prouve bien que chacun perçoit à sa manière. Et voilà, et on repart, on rentre à la maison, et puis après, on fait quoi ? On gère comment, quoi ? On gère comment le soutien conjoint qui, lui, va faire au mieux pour donner ou ne pas donner les infos, et ce ne seront pas les mêmes aux parents, aux enfants, au boulot, etc. Et je pense que là, voilà, moi c'est une question fondamentale. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour soutenir, accompagner le proche, enfin, voilà, l'aidant, le conjoint. En plus, moi, je suis dans un protocole, donc je sais exactement, j'ai mon balisage, comme vous disiez, voilà, je sais où je vais, je suis rassuré, bon. Mais ma femme, je ne sais pas trop comment elle le vit. Apparemment, elle le vit bien, mais je ne suis pas si convaincu que ça, quoi. Voilà. J'ai envie de répondre, demandez-lui. Oui. Mais je vais peut-être l'inquiéter si je lui demande. Non. Voilà. J'ai le temps de répondre ou pas ? Parce que c'est une question très importante, les proches. C'est pour ça que moi, je dis, bon gré, mal gré, tout le monde est pris dans la maladie, mais dans une famille, mais personne ne marche au même pas. Chacun a, et vous avez raison, une même consultation, il y en a un qui va entendre une autre et l'autre autre chose. Mais c'est pareil, attention au mythe où on ne parle pas pour se protéger. C'est tout l'inverse qui se passe dans la maladie. Il faut se parler, il faut pouvoir se dire là ça va pas, il faut pouvoir se dire là j'ai peur, j'ai la trouille, il faut pouvoir dire j'en ai marre de tes traitements ou j'ai envie d'aller souffler. Il faut que ça circule, parce que ce qui circule c'est ce qui est vivant. Et souvent on fait l'erreur de dire je me tais, je dis rien, les enfants chut, chut, chut. Et en fait c'est l'inverse, on augmente l'angoisse à ne rien dire, et chacun se retrouve isolé de son côté, chacun imaginant qu'il protège l'autre dans le silence. Et le silence, il n'y a rien de pire. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps ne faire qu'en parler. C'est la vie qui doit prendre le dessus. Voilà. Donc la vie, c'est à un moment on parle de la maladie, à un moment on n'en parle pas, mais quand on a besoin d'en parler, on laisse circuler dans un lien avec son conjoint tel qu'il est construit depuis X années. Et pareil avec les enfants. Parlons aux enfants. On a une autre question ?
Oui, je pense que c'est important quand on est malade aussi d'exprimer. Par exemple, une fois, moi j'ai été beaucoup suivie par un interne. Même je remercie les internes. J'ai trouvé que cet interne a fait un travail remarquable. On a pu beaucoup parler. J'ai trouvé que c'était aussi important que le travail des infirmières. Et quand il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, je lui disais. Et il y avait un climat de confiance entre nous deux. Et j'avais l'impression qu'on marchait en binôme. Et j'ai pu toujours exprimer. Un jour, il m'a parlé brutalement d'une transfusion. Et moi, ça ne m'a pas plu comment il me l'a dit. Et je lui ai dit après, il faut préparer, c'est important. Et je pense que le malade doit exprimer quand ça ne lui convient pas, et dire aussi quand c'est bien aussi. Et dire aussi quand c'est bien. Pour encourager aussi. Oui, oui, oui. Non, il faut que ça circule. Voilà. Oui. Voilà, et je voulais juste ajouter 2-3 petites choses rapidement. Tout d'abord, vous féliciter puisque tout ce que vous avez dit, ça a été vraiment très clair, très précis. Et je pense vous avez été capable d'élever plusieurs doutes, puisque pas tout le monde est professionnel sur les domaines. Alors, je voulais ajouter aussi que je suis psychologue, mais je voulais contribuer à quelque chose qui me semble aussi hyper important. Et vous avez parlé du choc ou du traumatisme quand il y a l'annoncement de la maladie. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Alors, vous avez dit aussi les différentes questions que le patient se pose lorsqu'il est déjà au courant de la maladie. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, par rapport à ce que j'ai vécu donc, en tant que psychologue, tout simplement, avec mon humble expérience, c'est que si il y a la possibilité d'aider à ces patients-là à lui donner un sens à sa maladie, le fait de savoir que la maladie elle est venue n'est pas par hasard, c'est pour quelque chose. Trouver ces réponses-là pour mieux se reconstruire, pour se dire, tiens, peut-être que là c'est le moment que je commence à penser à moi différemment. Par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais été capables de s'arrêter dans sa vie. Toujours, c'était l'obligation de faire et faire, et tout d'un coup, paf, tombe malade. Et quand ils se sont retrouvés malades, c'est seulement à ce moment-là qu'ils se sont dit, là, j'ai le temps. Et c'est dommage. Voilà. Des choses de cet ordre-là, et que ça peut être vraiment beaucoup plus complexe. Donc, ce que je crois qu'il est super important, c'est de pouvoir, tout d'abord, aider le patient à lui donner un nouveau sens à sa vie, à se réconcilier avec soi et avec les autres, parce que si on tombe malade, c'est parce qu'en quelque part, peut-être, on n'a pas bien dorloté notre corps et notre vie. Donc il faut investir notre corps peut-être autrement, plus d'amour, et bien entendu, donner aussi une place aux aidants. À travers quoi? À travers la parole, en essayant de leur donner le temps des paroles, en respectant les temps des paroles. Et bien souvent, ce n'est pas possible de le faire non plus comme ça, de façon brutale. Il faut une sorte de guide, il faut une sorte d'aide, parce que, comme vous avez bien dit aussi, on ne peut pas tout dire, et non plus de ne rien dire, mais savoir dire, et choisir le moment juste à dire. Voilà. Je peux répondre juste une chose? Je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites. Je voudrais moduler une chose avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. De dire, si vous êtes malade, ce n'est pas un hasard. Écoutez, je crois qu'il faut être très vigilant avec ces d'abord, le sens que le patient... Ce n'est pas nous qui allons redonner un sens à la vie, c'est à chacun de trouver... Et personnellement, je me méfie beaucoup de ces idées qui voudraient dire que si on est malade, c'est pas un hasard. Moi, écoutez, j'en sais rien, on n'a rien. Donc, c'est l'origine psychologique
d'un lymphome ou d'un cancer, moi je suis très méfiante vis-à-vis de ces théories parce que je trouve que ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Les patients arrivent en se culpabilisant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, que c'est ma faute. Alors, ils se sentent déjà pas bien parce qu'ils sont là, puis en plus ils sont responsables, et en plus on n'a aucune donnée. Donc c'est très important de ne pas appuyer là-dessus. On n'en sait rien, on est malade, voilà, on n'en sait strictement rien. Et attention de ne pas rajouter de la culpabilité. Et moi, je vois aussi des patients qui arrivent en disant « Oh là là, je me suis fait la maladie, j'ai divorcé il y a un an, c'est ça, etc. » Bon, je leur dis non. Et puis ils disent « Et puis là, j'ai pas le moral. Et comme j'ai pas le moral, je me déprime, donc je réduis mes chances de guérison. » Ouh là là. Alors là, tout ça, il faut relativiser. Hein. Il y a le psychisme, effectivement, le corps, ça ne fait qu'un, on est d'accord. Mais attention à l'importance qu'on peut donner à l'un et à l'autre et aux liens parfois pervers que ça peut faire dans l'esprit des malades. Ouais,